Bonsoir à toutes et à tous. La date est désormais connue. Le 20 février 2025, le 43e BIMA sera officiellement rétrocédé à la Côte d'Ivoire. Une cérémonie est prévue pour l'occasion en présence des ministres de la Défense ivoiriens et français. Le SICA lui revient pour sa 3e édition. Il se tiendra du 26 au 28 juin prochain, toujours avec la même ambition à renforcer l'impact de l'audiovisuel dans l'économie ivoirienne. Et puis en RDC, alors que les combats à Goma ont déjà fait près de 3000 morts, le Sud Kivu redoute une autre attaque du M23 et de ses alliés rwandais. On en sait désormais davantage sur le départ de la base militaire française d'Abidjan. Le 43e BIMA sera officiellement rétrocédé à la Côte d'Ivoire le 20 février prochain au cours d'une cérémonie avec les ministres de la Défense ivoiriens et français. Les précisions de Pierre Dipomela. Le président de la République Alassane Ouattara avait solennellement annoncé le départ des militaires français du 43e BIMA de la Côte d'Ivoire le 31 décembre 2024 lors de son adresse à la nation. Une rétrocession qui se fait après une concertation des deux parties. 20 février, c'est la date arrêtée pour la cérémonie de rétrocession. Le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu, est attendu à Abidjan aux côtés de son homologue ivoirien, Téné Birahima Ouattara, signe d'une opération bien concertée. Elle intervient conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique, qui se veut moins visible et qui se déploiera selon les besoins des pays concernés. Un départ qui se fait en bonne entente entre les deux armées, puisque les parachutistes ivoiriens sont déjà entrés sur le camp de Port-Bouët en janvier et côtoient les militaires français. Le 43e BIMA sera rebaptisé Camp Ouattara Thomas-Dakin, du nom du premier chef d'état-major de l'armée. Le Sénégal négocie lui aussi le départ des troupes françaises d'ici fin 2025. Environ 1000 soldats étaient déployés au 43e BIMA, notamment dans la lutte contre le djihadiste, qui frappe régulièrement le Sahel et le nord de certains pays du golfe de Guinée. Les forces françaises ont par contre été chassées du Mali, du Burkina Faso et du Niger par des juntes hostiles qui se sont emparés du pouvoir dans ces pays, désormais confédérés dans un espace appelé AES, Alliance des États du Sahel. Dans l'actualité politique, le président du PDCI-RDA fait un pas de plus vers une candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Ce vendredi, il a commencé les démarches pour renoncer à sa double nationalité, une étape très importante pour valider sa candidature. Les détails de Mardoché Kouassi. La question de la double nationalité est un motif d'invalidation de la candidature à la présidence de la République en Côte d'Ivoire. Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, candidat déclaré au scrutin d'octobre 2025 et qui possède la double nationalité française et ivoirienne, a entamé à cet effet les formalités administratives pour renoncer à sa nationalité française. Un acte qui marque son engagement à briguer la magistrature suprême de son pays. À 8 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la question de la double nationalité de l'ancien directeur général de Crédit Suisse et de Prudential alimentait plusieurs débats. Des voix se sont élevées pour remettre en cause l'éligibilité du président du PDCI-RDA en raison de sa nationalité française. Le 2 février dernier, sur le plateau de NCI 360, le professeur Arthur Banga, historien et analyste politique, affirmait sans ambages que le président du PDCI, en l'état actuel des choses, ne peut être candidat à la prochaine élection présidentielle de 2025 parce qu'il n'a pas renoncé à sa nationalité française. Selon lui, l'absence de cette mention au journal officiel prouverait que Thiam détient encore la nationalité française. Sur le front économique et culturel, une bonne nouvelle pour les professionnels de l'audiovisuel. Après 2 éditions, le SICA revient du 26 au 28 juin prochain. Ce rendez-vous initié par le ministère de la Communication vise à renforcer l'impact de ce secteur dans l'économie ivoirienne. Moussani Kema, Chèque Bleu. La 3e édition du SICA, Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, est prévue du 26 au 28 juin 2025. Rendez-vous d'échanges et d'opportunités, le SICA 2025 permet d'améliorer les acquis des 2 précédentes éditions. La première édition s'est concentrée sur l'employabilité. La 2e édition a renforcé ses acquis en mettant l'accent sur le financement des contenus. Ces éditions ont démontré que le contenu audiovisuel est un levier puissant pour l'économie créative et un vendeur essentiel pour la promotion de notre culture. L'édition 2025 visera à capitaliser sur ces acquis
en renforçant encore davantage l'accompagnement des lauréats et en intégrant de nouvelles dynamiques adaptées aux évolutions du secteur. Le thème choisi pour cette année, souveraineté numérique et exportation des récits, bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé. C'est un événement qui est devenu une plateforme de rencontre courue pour les acteurs du secteur. Nos jeunes sont talentueux, connectés. Et évoquer bien sûr cette souveraineté numérique va faire également appel au renforcement de compétences, de formation. L'intelligence artificielle sera bien sûr une opportunité, mais elle va nous engager également à son utilisation de manière éthique au service de l'art et de la culture, et en particulier de notre jeunesse. En 2 éditions, nous sommes parvenus à faire du SICA un rendez-vous incontournable pour les professionnels du secteur. Notre ambition a été affirmée dès la première édition, en novembre 2023. Faire de l'audiovisuel un levier de rayonnement et de développement économique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ce thème traduit notre volonté de bâtir un écosystème robuste, capable de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux paradigmes économiques. Nous devons nous donner les moyens de produire, de protéger, valoriser nos propres récits, afin de ne plus être de simples consommateurs, mais des acteurs incontournables sur la scène mondiale. Selon Amadou Koulibaly, le SICA présente une véritable opportunité pour l'industrie créative du pays. Il vise aussi un meilleur impact du secteur dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Et le ministère de la Fonction publique a procédé ce vendredi à la remise de véhicules aux cellules de proximité de l'Observatoire du service public, une mesure destinée à améliorer leur efficacité, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Kimmo Eric dans ce reportage. Cette visite de la directrice du cabinet de la ministre d'État, ministre de la Fonction publique à l'OSEP, Observatoire du service public, rentre dans le cadre d'une série de visites de terrain visant à s'enquérir de l'état de fonctionnement des services de ce département ministériel et apprécier les conditions de travail des agents. L'OSEP est un maillon essentiel de la modernisation de l'administration. Cette structure a donc reçu lors de ses visites des engins roulants pour ces structures décentralisées que sont les cellules focales de proximité. La modernisation de l'administration exige des mécanismes de proximité capables de capter en temps réel les attentes et les préoccupations des citoyens. C'est dans cette perspective que s'inscrit la stratégie déployée par l'OSEP depuis la fin de l'année 2023, qui a permis d'accroître la visibilité de l'institution dans les chefs-lieux de région en dépit des ressources limitées. La remise officielle de ces motos aux cellules focales de proximité marque une avancée significative dans cette dynamique de rapprochement avec les populations. Un geste salué par les bénéficiaires qui pourront avec ce matériel être plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. L'arrivée de ces motos offertes par Madame le ministre est un grand soulagement. Nous gagnons en célérité et nous gagnons aussi en termes de couverture du territoire que nous gérons. Nous gagnons aussi en étendue quant à nous projeter davantage plus loin pour être davantage plus proche des populations. Le secrétariat permanent de l'OSEP a profité de l'occasion de cette visite pour présenter officiellement sa plateforme de veille citoyen dénommée Millier. La plateforme Millier, c'est la plateforme du citoyen qui permet à tout citoyen, quel que soit le service public qu'il visite ou qui lui offre du service, de pouvoir aller sur cette plateforme Millier, www.millier.ci, et d'exprimer sa préoccupation ou son ressenti sur le service public. Et ça, c'est la volonté du chef de l'État, c'est la volonté du gouvernement de pouvoir améliorer la redevabilité sociale. Sur les 34 cellules focales de proximité que compte l'OSEP sur l'ensemble du territoire national, ce sont une dizaine qui ont été dotées d'engins roulants lors de cette cérémonie. De la santé à présent avec un plan de financement pour la lutte contre le VIH-Sida sur la période 2025-2027 qui est en cours de validation. Un atelier de consensus a réuni les acteurs concernés, comme nous le montrent Nadja Eja et Fulgence Kisiedou dans ce reportage. Présenter les propositions d'orientation de financement, il est validé pour un meilleur impact des financements du Fonds national de lutte contre le sida, FNLS. C'est ce qui explique la tenue de cette rencontre. Malgré le recul de la pandémie, la Côte d'Ivoire ne perd pas de vue son objectif
d'éliminer le VIH à l'horizon 2030. Ce document stratégique traduit notre volonté de consolider les acquis tout en répondant aux nouveaux défis posés par l'évolution de la pandémie et des besoins de nos communautés. En tant que ministère de tutelle, nous réaffirmons notre engagement à soutenir le FNLS dans la mise en œuvre de ce plan, mais également à renforcer la coordination avec l'ensemble des partenaires afin de garantir une synergie d'action et une utilisation optimale de ces ressources. Pour ce faire, toutes les tranches, les jeunes y compris, sont ciblés par cette lutte. L'objectif de cet atelier, c'est de valider et de décider de façon consensuelle la distribution des ressources qui sont au niveau du Fonds national de lutte contre le sida. Et ce que nous avons proposé comme financement par domaine de 2025 à 2027, nous comptons faire 38% pour les préventions, 26% pour les soins et traitements, 28% pour les soins et soutiens et 8% pour la gouvernance. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence est passé de 4,7% en 2005 à 1,8% en 2023 selon ONU-SIDA. Et toujours dans la santé, avec une initiative majeure autour d'une bactérie très redoutée, un symposium sur la prise en charge de l'infection à Helicobacter pylori, responsable d'ulcère gastrique, s'est tenu ce vendredi en présence de Nadja Eja et de Tanguy Conan. Fréquente dans le monde, l'infection à Helicobacter pylori n'épargne pas la Côte d'Ivoire. 25% des enfants sont infectés à l'âge de 5 ans. Pour éviter plus tard les conséquences graves telles que le cancer de l'estomac, les spécialistes de la gastro-entérologie et l'endoscopie digestive, réunis au sein de la société savante CIGED, ont décidé de se pencher sur la question de la prise en charge. Ce symposium permet de faire la lumière sur les éléments de diagnostic, c'est-à-dire au niveau de la clinique, quels sont les signes qui orientent vers l'infection à Helicobacter pylori. Au niveau diagnostic, quels sont les moyens dont on dispose pour mettre en évidence cette bactérie, et puis thérapeutique, il faut la traiter, donc au niveau thérapeutique, voir quels sont les médicaments qu'on utilise. Cette initiative bénéficie du partenariat de l'Institut Pasteur et de la société Nexon Care. Nous proposons une prise en charge plus simple et bien réfléchie avec notre équipement qui est le LIC ABT qui permet de diagnostiquer le test d'Helicobacter pylori qui est à la base de l'ulcère dont souffre la population ivoirienne. Face à la gravité de cette maladie, le ministère de tutelle, à travers son directeur de la santé, a exhorté les participants à ce symposium à faire le nécessaire pour apporter des solutions de prise en charge pérenne. Nous sommes convaincus que ce symposium, en termes des résultats attendus, va nous permettre de mieux comprendre ce mode de fonctionnement, de mieux comprendre la prise en charge et aussi d'améliorer les diagnostics et aussi en termes de dépistage. Donc aujourd'hui, je vais vous demander à vous, à la fois directeurs d'hôpitaux, à vous praticiens, d'être attentifs, d'écouter, de poser les questions utiles pour permettre, bien sûr, à ce que cette pathologie en Côte d'Ivoire soit connue, soit su, soit dépistée et soit traitée correctement dans notre pays. Des ateliers interactifs ainsi que des conférences plénières sont prévus au programme de cette rencontre d'échange sur le traitement à l'infection à Helicobacter pylori. Place maintenant à l'éducation avec un rendez-vous incontournable pour les jeunes en quête d'orientation. Abidjan accueille le Salon international de l'orientation durant 2 jours. Étudiants et élèves s'informent sur les filières et les établissements adaptés à leur parcours académique. Le reportage de Salif Yalekoué et de Fulgence Kissiedou. Un salon international de l'orientation d'Abidjan a ouvert ses portes ce vendredi à Abidjan Cocody. Ce, pour 48 heures. Une tribune offerte aux élèves et étudiants de s'informer sur les opportunités de formation et d'emploi. Je ne repars satisfait. J'ai obtenu beaucoup d'informations sur les différentes écoles à l'étranger. Ça permet aux étudiants, aux élèves de pouvoir bien s'orienter après les BTS, après les bacs. Plusieurs stands accueillent à cette occasion les participants en quête d'information. Ils repartent satisfaits.
Une plateforme d'information et d'orientation pour les futurs bacheliers étudiants qui souhaitent terminer leurs études ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Le choix de la date, parce que l'orientation, ça ne se passe pas après les résultats du bac, mais ça se passe maintenant et bien avant. L'étudiant doit connaître les opportunités de demain, les opportunités de recrutement de demain des opérateurs économiques et aujourd'hui les filières de demain. Nos pays respectifs et l'Afrique, elle a besoin de quelles compétences dans les 5 ans et 10 ans à venir. Il y a beaucoup d'options, beaucoup d'universités qui présentent beaucoup de choix aussi. Donc c'est vraiment un salon vraiment enrichissant pour un élève de terminale qui n'arrive pas trop à s'orienter. Ça t'encourage à beaucoup travailler pour avoir ce que tu veux. Plusieurs communications et autres échanges vont meubler cette rencontre qui s'achève samedi. Et cap sur la RDC où l'inquiétude demeure. À Bukavu, les populations redoutent une offensive du M23 et de ses alliés rwandais. Le cessez-le-feu annoncé unilatéralement par les rebelles ne convainc pas. Pour beaucoup, la menace de progression vers Kinshasa persiste. Le récit de Pierre Dipomela. Après la prise de Goma par les troupes du M23 appuyées par des forces rwandaises, de nombreuses allégations d'exactions sur la population vont faire l'objet d'une enquête de l'ONU. Le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame doivent participer à Dar es Salaam à un sommet régional extraordinaire réunissant la communauté des États d'Afrique de l'Est, EAC, et la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Un sommet de haut niveau qui se tient dans un contexte de calme précaire, du fait d'un cessez-le-feu décrété de manière unilatérale par les forces rebelles alors qu'elles avaient entamé leur progression vers Bukavu, la capitale du Sud Kivu. Les populations, elles, se préparent à une attaque. Nous avons appris que le M23 pouvait arriver aujourd'hui ici. J'ai été obligée de venir chercher mon enfant à la sortie des classes pour rentrer ensemble à la maison. Le conflit, qui dure depuis plus de 3 ans, a connu ces dernières semaines un fulgurant développement qui a culminé avec la récente prise de contrôle de la capitale provinciale du Nord Kivu, Goma, par le M23 et les troupes rwandaises. La province voisine du Sud Kivu est aujourd'hui dans le viseur du groupe armé anti-gouvernemental et des soldats rwandais qui affrontent des forces congolaises visiblement débordées et mal équipées. Selon des sources sécuritaires, humanitaires et locales, le M23, mouvement du 23 mars et les troupes rwandaises étaient vendredi à plusieurs dizaines de kilomètres de l'aéroport de Kavumu, lui-même situé à une trentaine de kilomètres de Bukavu, la capitale. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dimanche à 18h30 dans NCI Reportage. Bon week-end à toutes et à tous.